Bienvenue dans cette nouvelle formation. Alors le discounting cash flow est une technique financière qui nous permet de valoriser une entreprise. Alors nous verrons bien sûr sur quoi se repose cette valorisation, mais avant cela, je vais tout de même vous présenter un sommaire qui va nous permettre de voir quel thème nous allons aborder. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer quel sera l'objectif à atteindre à l'aide d'une feuille Excel et de calcul Excel, très rapidement. Nous verrons aussi pourquoi évaluer une entreprise, à quoi ça sert, et nous aborderons aussi dans le détail toutes les formules mathématiques que nous allons utiliser. Alors, d'une part pour valoriser une entreprise, pour calculer aussi ce qu'on appelle la valeur terminale. Nous verrons à quoi sert cette valeur terminale. Alors c'est deux économistes et deux mathématiciens qui ont mis ça en place, qui s'appellent Gordon et Shapiro. Nous verrons aussi que nous aurons besoin de calculer ce que nous appelons un coût moyen pondéré du capital. Nous définirons ce coût moyen pondéré du capital et à quoi il sert. Et nous expliquerons les différentes composantes des différentes formules que nous allons étudier. Pour finaliser, nous verrons un exemple d'un cas concret, toujours à l'aide d'Excel. Je vous demande bien sûr de rester jusqu'au bout de cette formation afin de maîtriser cette technique financière qui consiste, je vous le rappelle, à valoriser une entreprise et qui s'appelle le discounting cash flow. L'objectif final de cette formation est d'arriver à valoriser une entreprise. Là, dans mon exemple, je l'ai valorisée à plus de 11 millions d'euros. Nous verrons les différentes hypothèses que j'ai retenues pour arriver à cette valorisation. Nous verrons aussi, bien sûr, et dans le détail, comment je suis arrivé à cette finalité. Nous aurons besoin de calculer ce que nous appelons, là je l'ai mis en ligne 19, le free cash flow actualisé. Nous verrons à quoi correspond un free cash flow. Et j'aurai aussi besoin de faire, là je l'ai mis dans l'onglet calcul du free cash flow, j'aurai besoin de me reposer sur des données existantes que nous avons dans la colonne B, C et D. C'est un compte de résultats comptables existant que j'ai dû retraiter pour retirer certains éléments qui ne me servent pas du compte de résultat qu'on appelle les éléments calculés. Je vous expliquerai bien sûr à quoi correspondent les éléments calculés pour arriver en fait à des free cash flow annuels. Par la suite, ces données m'ont servi à calculer ce que nous appelons un prévisionnel, données prévisionnelles, et j'ai calculé ces données prévisionnelles sur 4 ans. Je vous invite à présent à continuer à voir cette formation, sincèrement extrêmement intéressante, pour être capable de valoriser une entreprise. Cette formation sera assez vulgarisée afin que ce soit à la portée de tous. Alors pourquoi valoriser une entreprise ? Alors, dans le principe, on peut être amené à valoriser une entreprise pour éventuellement la racheter. Ou si j'ai une entreprise que je souhaite recevoir un nouvel actionnaire, je vais la valoriser pour que ce nouvel actionnaire puisse payer ce qu'on appelle un droit d'entrée. Alors comptablement, on appelle ça une prime d'émission. Donc en effet, à l'effet d'une augmentation de capital social, et si j'ai un nouvel actionnaire, ce nouvel actionnaire paierait un droit d'entrée tenant compte de la création de richesses passées, de la création de la notoriété de la société. Ce droit d'entrée créera une égalité entre ce nouvel actionnaire et les anciens actionnaires. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, si j'ai un capital de 10 000 euros, imaginons que j'ai qu'une année d'activité. Donc ce capital est composé de 100 actions à 100 euros, et cette année, j'ai fait un résultat net après impôt de 10 000 euros. Donc ce qui me fait des capitaux propres de 20 000 euros, l'addition du capital et du résultat. Si maintenant ce nouvel actionnaire souhaite récupérer 20% de mon entreprise, c'est-à-dire 20% de mes actions, je ne vais pas lui faire payer 20% sur la valeur de mes actions, mais sur la valeur de mon entreprise. Là, je l'ai extrêmement vulgarisé, je l'ai valorisé uniquement sur les capitaux propres. Donc, comme les capitaux propres font 20 000 euros, il va devoir payer 20%, non pas de 10 000 le capital, mais de 20 000 euros, c'est-à-dire 4 000 euros. Donc je vais bien sûr répartir ces 4 000 euros de paiement du nouvel actionnaire en une partie du capital, c'est-à-dire 20 actions
représentant 20% du capital, à 100 euros, c'est-à-dire 2000 euros, et le différentiel, 4000 euros, représente son prix d'entrée. C'est ce qu'on appelle comptablement une prime d'émission. Alors revenons sur la valorisation de l'entreprise. Il existe une multitude d'évaluations. Alors les plus connues sont d'une part l'ANCC, l'actif net comptable corrigé, qui se repose en fait sur le passé de l'entreprise et son présent. On pourrait aussi rajouter un goodwill, on appelle ça un goodwill, une survaleur, qui pourrait éventuellement englober le fonds de commerce, la notoriété de l'entreprise, tout ce qui est immatériel. Alors, moi, je préfère plutôt me reposer sur une méthode qui est assez récente, qui n'a pas 2 ans, mais qui a quelques années, qu'on appelle le discounting cash flow. Alors, ce discounting cash flow, ou en français, on appelle ça le flux de trésorerie net actualisé, flux de trésorerie disponible net actualisé. Alors, je vous expliquerai bien sûr ce qu'est une actualisation. Cela veut dire tout simplement que la valeur de l'entreprise se repose sur des revenus futurs et non pas passés. Donc, lorsque je parle de revenus futurs, ce n'est surtout pas sur le résultat net, c'est sur les cash que générera, la trésorerie que générera cette entreprise sur les 5 prochaines années, voire sur les futures années. Alors certains me diront pourquoi ne pas prendre le bilan comptable ou les 3 derniers bilans comptables et valoriser l'entreprise sur le bilan comptable. Alors attention, je pense que vous feriez fausse route. Pourquoi ? Parce qu'un bilan comptable, comme son l'indique, c'est comptable. La problématique de la comptabilité française se repose sur des valorisations historiques. Je prends un exemple. Si il y a 10 ans, j'ai acheté un immeuble que j'ai mis à l'actif du bilan pour une valeur de 500 000 euros, et bien 10 ans après, ces constructions vaudront dans le bilan comptable 500 000 euros. Ce qui est faux, quelque part. Pourquoi ? Parce que la valeur d'un bilan comptable aux normes françaises se repose sur le coût historique et non pas sur la valeur du marché. Alors bien sûr, il y aurait des possibilités d'actualiser certains actifs du bilan par une revalorisation de ces actifs. Alors contrairement aux normes internationales, normes IFRS, dites IFRS, les normes internationales, dites IFRS, se reposent sur des valeurs marché, ce qu'on appelle la fair value en anglais, ou la juste valeur. C'est-à-dire que toutes les années, les détenteurs de sociétés qui sont obligés, comme les sociétés cotées en bourse, elles sont obligées de se reposer sur les normes internationales, vont réactualiser systématiquement, si bien sûr c'est significatif, les actifs de leur bilan à la juste valeur, à une valeur marché. Donc nous, pour cette série de formations, nous nous reposerons sur une évaluation d'entreprise selon le discounting cash flow ou les flux futurs générés à venir. Avant d'élaborer l'exemple que je vous proposerai dans un bref instant, je vais devoir vous parler quand même des formules qui composent le calcul du DCF. Le DCF, ou le Discounting Cash Flow, est une méthode de valorisation d'entreprise consistant à faire un prévisionnel sur les flux futurs de trésorerie que la société est en mesure de générer. Les calculs doivent être vraisemblables et réalisables. Alors même si ces prévisions de cash se reposent sur le futur, l'évaluateur doit aussi s'attarder sur le passé de l'entreprise. Il devra tout de même valider les comptes existants sur au moins les 3 dernières années afin de se projeter dans un prévisionnel à venir. Il devra donc établir un audit complet des comptes et vérifier par exemple si les chiffres d'affaires passés sont récurrents et ne se reposent pas sur des opérations one-shot ou exceptionnelles. Il doit aussi se concentrer sur l'environnement économique du pays dans lequel il évalue. Par exemple, il doit vérifier si les réformes fiscales et sociales sont assez stables. Est-ce que la politique gouvernementale assure une certaine stabilité ? Dans le cas contraire, les prévisions à venir, sur un avenir proche, pourraient être totalement faussées. Parlons à présent des formules du DCF. Donc la première composante, une formule qui va me permettre de calculer les trésoreries prévisionnelles actualisées.
Alors, elle se compose par la somme de tous les flux prévisionnels sur 3 ou 5 ans, par exemple, ok, mais actualisé. Alors, ce taux d'actualisation, comment je vais le calculer? Eh bien, je vais le calculer sur ce qu'on appelle un coût moyen pondéré du capital. Qu'est-ce qu'un coût moyen pondéré du capital, ou appelé CPMC? Il représente un indicateur qui mesure le taux de rendement exigé par les actionnaires et les prêteurs, c'est-à-dire le banquier, dans le cas où, bien sûr, la société passe par un emprunt. Donc, il est exprimé en pourcentage et le coût moyen pondéré du capital indique en fait le coût moyen pondéré par rapport au poids de la dette et par rapport aux exigences des actionnaires ayant mis leurs fonds à la disposition de l'entreprise. Donc, dans cette formule, si je la décortique, le FCF, c'est le free cash flow, ou la trésorerie, ou les trésoreries prévisionnelles futures à partir de l'excédent brut d'exploitation. Je vous expliquerai quand même ce qu'est un EBE, ok? Alors, bien sûr, on doit en principe établir un prévisionnel futur sur, en moyenne, entre 3 et 5 ans. Le petit t, c'est le taux d'actualisation, et ce taux d'actualisation, en règle générale, on retient le coût moyen pondéré du capital. Alors, vous aurez pu me dire que cette formule est peut-être inachevée. Pourquoi? Parce que on peut partir du principe qu'une société ne se repose pas sur une existence de 3 ou 5 ans. On part du principe, c'est comme un État. Ça a une vie perpétuelle. C'est pour cela qu'à la méthode du DCF et à la trésorerie prévisionnelle actualisée, nous allons rajouter une autre composante qu'on appelle valeur terminale. Cette valeur terminale, en fait, pourrait se définir comme la continuité de l'exploitation à l'infini après le prévisionnel que j'aurais calculé au préalable sur 3 ou 5 ans, à un taux de croissance égal à G, c'est ce qu'on appelle le G. Alors en fait, le taux de croissance égal à G sera arbitraire par rapport à ce que vous espérez escompter comme taux de croissance à l'infini. Le petit n dans la fonction est en fait la dernière année d'actualisation. C'est-à-dire que si je prévois un prévisionnel de trésorerie actualisé sur 5 ans, je prendrai cette 5e année pour actualiser ma valeur terminale. Pour finaliser, le coût moyen pondéré du capital est donc le coût avec lequel l'entreprise emprunte de l'argent, aussi bien auprès de ses actionnaires que de l'extérieur, c'est-à-dire des banques ou des fonds d'investissement. Dans les faits, plus le coût moyen pondéré du capital, c'est-à-dire le coût réel que cela coûte à l'entreprise est élevé, moins la rentabilité est bonne, ou moins la valeur de l'entreprise sera élevée. Le CMPC sera donc égal, d'une part, par la proportion des fonds propres multiplié par le coût des fonds propres, c'est-à-dire le taux exigé par les actionnaires, plus la proportion de la dette multipliée par le coût de la dette, c'est-à-dire par le taux d'intérêt que va exiger le banquier ou les banquiers. Alors, dans le détail, le petit k représente le taux exigé par les actionnaires, CP représente les fonds propres, les capitaux propres, D représentant la dette financière, TIS représente le taux d'impôt société. Alors actuellement, en tout cas pour la réforme 2022, le taux d'impôt sera en principe égal à 25%. Et le petit KD est le coût de la dette, c'est-à-dire le taux d'intérêt exigé par le banquier ou les banquiers. Alors pourquoi pour la deuxième partie, il faut tenir compte de 1 moins taux d'impôt? Pourquoi? Parce que le coût de la dette, les frais financiers sont déductibles de l'impôt. Donc il faut raisonner net d'impôt. Voyons à présent comment calcule-t-on le free cash flow. Le free cash flow va se calculer de la manière suivante. Si je pars du résultat d'exploitation, c'est-à-dire du compte de résultat comptable, je vais devoir raisonner uniquement en cash. Pourquoi? Parce que dans le résultat d'exploitation, au moins en tout cas pour la partie exploitation, vous avez ce qu'on appelle des éléments calculés, c'est-à-dire c'est des éléments qui n'influent pas la trésorerie. Ce n'est que des opérations comptables et fiscales. Par exemple, les amortissements ou les provisions. Donc en principe, comme je suis dans un prévisionnel, nous n'allons pas parler de provision. Nous allons parler que d'amortissement. À cela, si je rajoute ces amortissements pour les neutraliser au résultat d'exploitation, en anglais on appelle ça EBIT,
Earning Before Interest and Taxes, on a l'EBE. L'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation ou l'EBITDA en anglais, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. L'EBE, en partant du résultat d'exploitation et en neutralisant l'amortissement, je ne tiendrai compte que des éléments encaissables et décaissables, c'est-à-dire des éléments qui influent ou qui influeront ma trésorerie. Par la suite, je vais devoir déduire l'impôt société, je vais le calculer bien sûr sur le résultat d'exploitation, l'IBIT. Alors, je vous rappelle que le taux d'impôt pour la réforme 2022, en principe, il va être de 25%. À cela, je vais devoir rajouter ou déduire la variation du besoin en fonds de roulement d'une année à une autre. Alors, qu'est-ce qu'un besoin en fonds de roulement ? J'ai d'ailleurs fait pas mal de tutoriels là-dessus. Je vous mettrai dans la description 2 ou 3 formations concernant la formation que je suis en train de développer aujourd'hui, notamment sur le besoin en fonds de roulement. Alors pour le besoin en fonds de roulement, cela concerne des postes du bilan, ça concerne principalement les postes clients et stock, ainsi que le poste au passif du bilan, les dettes fournisseurs, ainsi que les dettes sociales et fiscales. Prenons un exemple. Si par exemple, donc bien sûr aussi je vais devoir rajouter les investissements s'il y a lieu dans les années à venir. Prenons un exemple pour le besoin en fonds de roulement. Imaginons que j'ai un poste client au bilan de 3 000, ça veut dire que mes clients me doivent 3 000 €. J'ai aussi un poste stock de 2 000, ça veut dire que je n'ai pas encore vendu ce stock. Donc tout ce qui n'est pas vendu appartient encore à l'entreprise. Donc j'ai un total de 5 000. Ces 5 000, c'est de l'argent qui n'est pas encore entré dans ma trésorerie. Concomitamment aux dettes, j'ai un poste fournisseur de 1 000. Donc j'ai une dette de 1 000 qui compense en partie cet argent que je n'ai pas encore reçu de la part de mes clients et sur les marchandises que je n'ai pas encore vendues, qui est le post-stock. Eh bien, le différentiel, c'est ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement. Dans ce cas de figure, je vais devoir financer ce besoin en fonds de roulement. Alors, ce besoin en fonds de roulement, si d'une année à une autre, j'ai une évolution de mon chiffre d'affaires, ce besoin en fonds de roulement va croître. En effet, le besoin en fonds de roulement est proportionnel à l'évolution du chiffre d'affaires dans la mesure où j'ai toujours des délais de paiement, par exemple de 30 jours, et j'ai peut-être des délais de paiement fournisseurs de 1000 jours, et une rotation de stock qui peut-être va varier, enfin pas varier, va être égale à une rotation de 30 jours, par exemple. Si j'ai donc un besoin en fonds de roulement positif, c'est le cas de figure dans mon exemple, je vais devoir le déduire de mon EBE. Dans le cas contraire, par exemple les hypermarchés ont plus un excédent en fonds de roulement qu'on appelle besoin en fonds de roulement négatif. Donc c'est très positif pour eux, ça vient alléger la trésorerie. Ou cela conforte considérablement la trésorerie des hypermarchés. Alors, pour finaliser, et avant d'attaquer notre exemple, je vais bien sûr, comme je vous l'ai promis, vous parler de l'actualisation. Alors, c'est quoi une actualisation ? Que veut dire actualisation ? Eh bien, l'actualisation est le contraire de capitalisation. Alors, prenons un exemple et vous allez très vite comprendre. Alors, si je souhaite placer, par exemple, 1 000 € aujourd'hui, durant 5 ans, à un taux de 2%, la question que je vais vous poser, c'est quel sera mon capital futur dans 5 ans ? En additionnant bien sûr les intérêts au fil des années. Eh bien, j'ai une formule très simple qui consiste à prendre votre capital de départ, de placement, vous multipliez par 1 plus le taux de placement à la puissance n, n étant la durée que vous souhaitez placer votre argent. Eh bien, cela donne 1 000 € multiplié par 1 plus 2% à la puissance 5, dans la mesure où j'ai décidé de placer cet argent sur 5 ans. Ce qui me rapportera un capital total intérêt compris de 1 104,08 €. Donc, dans un terme de temps, je me place à partir d'aujourd'hui et je me projette dans l'avenir. L'actualisation est totalement opposée. Alors, je vous donne un exemple. Si par exemple, je souhaite avoir 1 104,08 € dans 5 ans, à un taux de 2%, bien sûr pendant 5 ans, la question que je dois me poser, combien dois-je placer aujourd'hui ?
Donc, je vais ramener en fait le placement que j'espère dans 5 ans à aujourd'hui. Donc là, le calcul se fait par le placement futur espéré, 1104,08 fois 1 plus taux à la puissance la moins n, c'est-à-dire par rapport au nombre d'années que je souhaite placer cet argent. Donc si je développe ma formule, ça me fera 1104,08 multiplié par 1 plus 2%, le taux d'intérêt, à la puissance moins 5. Et ça me donne un résultat de 1000 euros. Donc si je souhaite avoir 1104,08 dans 5 ans, à un taux de 2%, eh bien je vais devoir aujourd'hui placer 1000 euros. Donc c'était quand même une problématique que je souhaitais développer avec vous, afin d'être sûr que vous compreniez ce que c'était un taux d'actualisation. En effet, lorsque l'on va calculer les free cash flow sur 4 ans ou 5 ans, tous ces free cash flow calculés, je vais devoir les actualiser pour ramener cette valeur à aujourd'hui. Et le taux d'actualisation correspondra au coût moyen pondéré du capital. Nous allons à présent pouvoir attaquer notre petit exemple, sur Excel bien sûr. Nous pouvons à présent élaborer notre cas pratique. Nous allons voir au préalable les différentes hypothèses que j'ai retenues. Alors, j'ai retenu comme hypothèse un taux exigé par les actionnaires de 8%, c'est-à-dire qu'ils le veulent absolument 8% de retour sur investissement en termes de bénéfices. Nous aurons aussi un taux d'intérêt d'emprunt exigé par les banquiers de 3%, un taux d'impôt société de 25%, un taux de croissance durant la période explicite, c'est-à-dire durant les données prévisionnelles de 2021 à 2024 de 0,50, et un taux de croissance à l'infini qui va me permettre de calculer la valeur terminale de 1,20%. Alors bien sûr, j'aurais pu garder le même taux de croissance de la période explicite. C'est uniquement que des hypothèses totalement arbitraires. Nous avons des capitaux propres de 80 000 euros, c'est-à-dire des ressources de financement que les actionnaires mettent à la disposition de l'entreprise, et un emprunt de 120 000 euros. Avant d'élaborer bien sûr le prévisionnel de 2021 à 2024, qui consiste en fait à aller du chiffre d'affaires jusqu'à calculer la capacité d'autofinancement ou le free cash flow, vous devez au préalable, bien sûr, dans la réalité, analyser les comptes existants. Alors moi, pour ma part, je serais susceptible d'analyser les 3 dernières années afin de vérifier tout de même certains postes comme l'évolution du chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a une évolution récurrente? Est-ce qu'il n'y a pas des charges qui ont augmenté anormalement d'une année à une autre? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle à faire, etc., etc. Donc, au préalable, avant d'attaquer un prévisionnel, il est souhaitable de faire un audit. Bien sûr, cet audit ne sert pas à certifier les comptes, mais au moins à valider la véracité des chiffres que l'on vous communique ou que vous avez récupérés. À partir de là, j'ai élaboré un compte de résultats prévisionnels sur les 3 années connues partant du chiffre d'affaires. Ensuite, bien sûr, je vais devoir recenser les dotations aux amortissements afin de pouvoir les neutraliser. Je vous rappelle que les dotations aux amortissements, ce sont des éléments calculés qui n'ont aucune incidence sur la trésorerie. Et nous sommes en train justement de calculer une trésorerie, enfin plusieurs trésoreries prévisionnelles qu'on appelle free cash flow. Actuellement, ils ne sont pas encore actualisés. Donc, je vais avoir besoin, en additionnant le résultat d'exploitation aux dotations aux amortissements, j'aurai ce qu'on appelle un EBE, un excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation étant la trésorerie générée par la seule activité, la trésorerie potentielle générée par la seule activité. Bien sûr, ensuite, je vais déduire l'impôt société, donc j'aurai un EBIT ou un résultat d'exploitation net d'impôt. Et si bien sûr il y a eu des investissements, je vais les rajouter. Aussi devoir financer
le besoin en fonds de roulement ou la variation du besoin en fonds de roulement d'une année à une autre. Je vous rappelle que le besoin en fonds de roulement, c'est le décalage entre le moment où vous payez vos clients et vous payez vos fournisseurs. Très schématiquement, bien sûr. Il faudrait aussi tenir compte de la rotation des stocks, etc., etc. J'ai d'ailleurs fait un tutoriel sur le sujet. Je vous mettrai ce tutoriel dans la description. Entre donc 2021 et 2024, comme je l'ai mis en hypothèse, je pars du principe que j'aurai une croissance de 0,50%. Alors bien sûr, cette croissance, tout dépendra des perspectives que le marché peut vous offrir. Donc tout ce qui est études marketing, je n'en parle pas. Par hypothèse, pour les dotations aux amortissements, j'ai pris la même pression de dotation aux amortissements que l'année 2020 pour 2021 à 2024. Le BE, quant à lui, je suis parti du principe par pure hypothèse que je prenais la moyenne des 3 années connues, c'est-à-dire 36%. On peut le voir dans la barre de formule. J'ai pris une moyenne égale pour chaque année entre 2021 et 2024. Donc par déduction, j'ai bien sûr le résultat dit d'exploitation ou EBIT en anglais. L'impôt, bien sûr, je pars du principe que le taux d'impôt sera toujours égal à 25%. Et je vous rappelle que en toute théorie, sauf changement de dernière minute, le taux d'impôt sur les sociétés sera de 25% en 2022. Pour les investissements, là aussi, j'ai pris une moyenne sur les 3 années connues de 2018 à 2020. Dans l'absolu, il faut affiner cet investissement. Est-ce que vous allez récupérer par exemple une grosse part du marché existant? À partir de là, peut-être qu'il vous faudra des investissements plus importants. Ce que je vous montre à l'écran, c'est uniquement des hypothèses. Quant aux besoins en fonds de roulement pour chaque année, eh bien, je pars du principe aussi, comme je l'ai mis dans la cellule B3, je suis parti du principe que le besoin en fonds de roulement pesait toutes les années 12% du chiffre d'affaires. Alors sachez que un besoin en fonds de roulement, si vous êtes à l'optimal pour tout ce qui est délai de paiement fournisseur, délai d'encaissement client ou rotation de stock optimal, le besoin en fonds de roulement sera toujours proportionnel au chiffre d'affaires. Et la variation d'une année à une autre sera bien sûr la différence entre l'année N, par exemple 2021, déduction faite de l'année N-1. Là, dans mon exemple, c'est 2020. Donc, si je fais la différence, j'ai bien 619 de variation du besoin en fonds. Alors, celui-ci va dégrader le free cash flow dans la mesure où il augmente. Et vous faites bien sûr la même chose pour les années pour 2022, 2023 et 2024. Je vous mettrai bien sûr ce fichier dans la description afin que vous puissiez voir plus en détail les formules que j'ai utilisées. Une fois que j'ai mes free cash flow de 2021 à 2024, ces dernières ne sont pas du tout actualisées. Donc je vais aller dans l'onglet valeur d'entreprise. Je vais avant tout récupérer mes hypothèses afin que vous les ayez à l'écran. Donc je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Je vais donc d'abord calculer mon coût moyen pondéré du capital. Je vous rappelle que ce coût moyen pondéré du capital va me servir à un taux d'actualisation. Donc pour ce faire, je vais prendre la moyenne du coût des capitaux propres. Donc je prends bien sûr le taux exigé par les actionnaires. Les capitaux propres, comme je vous l'ai expliqué dans mes hypothèses retenues, sont de 80 000 euros. Comment j'ai fait pour trouver le coût des capitaux propres, qui est de 3,20. Donc je vais d'ailleurs vous le mettre en exergue. Je l'ai mis ici. Je vais légèrement aussi déplacer mes hypothèses retenues, afin que l'on puisse voir correctement le calcul. Bon, nous l'avons déjà vu, mais bon, mieux vaut 2 fois qu'une. Le coût des capitaux propres, c'est les capitaux propres, soit 80 000 euros, divisé par l'addition des capitaux propres, soit 80 000 euros, plus les dettes financières. Les dettes financières étant bien sûr le capital emprunté, c'est-à-dire 120 000. Le tout multiplié par le taux exigé par les actionnaires, soit 8%. C'est comme ça que je trouve 3,20%. Je fais la même chose pour le coût de la dette auprès des banquiers. Le coût de la dette, donc, je prends les dettes financières, c'est-à-dire 120 000 euros, divisé aussi par l'addition des capitaux propres, 80 000, plus les dettes financières, 120 000.
le tout multiplié par le coût de la dette, hein, le coût de la dette étant de 3%. Par la suite, le coût moyen pondéré sera égal à l'addition du coût des capitaux propres, 3,20, plus le coût de la dette, multiplié par 1 moins le taux d'IS, le taux d'IS étant de 25%. Donc là, j'aurai un coût moyen pondéré du capital de 4,55. Ce 4,55 va me servir de taux d'actualisation. Donc si je me concentre à présent comment j'ai calculé les free cash flow actualisés, donc je récupère les données du free cash flow que vous avez mis dans l'onglet calcul du free cash flow. Là j'ai par exemple pour 2021 389 576, je reprends bien dans l'onglet calcul du free cash flow 389 576 et je fais la même chose pour les années. J'ai fait une liaison, hein, tout simplement. Donc là, j'ai mes free cash flow non actualisés. Là, j'ai mes années. Donc 2021, c'est la première année. 2022, deuxième année, jusqu'à la quatrième année. Et pour actualiser mon free cash flow, donc je me mets en mode édition. Je prends le free cash flow qui est en B15, multiplié par 1 plus le taux d'actualisation qui est 4,55 à la puissance, comme c'est la première année, à la puissance moins 1. Pour la deuxième année, je fais la même chose, mais à la puissance moins 2, etc. jusqu'à la quatrième année. Donc là, si j'additionne tous mes free cash flow actualisés des 4 années, j'ai un montant de 1 405 723. Pour avoir la somme aussi des free cash flow actualisés, j'aurais pu aussi me servir d'une fonction qui s'appelle VAN, valeur actuelle nette. J'ai d'ailleurs fait pas mal de tutoriels sur le sujet. Donc je vous invite à aller voir la playlist, me semble-t-il, gestion financière, si vous le souhaitez, bien sûr. Donc VAN, ici, on me demande le taux, c'est le taux d'actualisation qui est de 4,55. Donc je sélectionne la cellule, point virgule, et je vais prendre tous les flux non actualisés, hein, les free cash flow. Je fais entrée et je retrouve bien le même montant, 1 455. Voilà, donc c'est la fonction VAN, V-A-N, valeur actuelle nette. Je ferme cette option. À cela, je vais devoir calculer la valeur terminale. Pour cela, je vais aussi travailler avec une formule de Gordon et Shapiro, deux mathématiciens. Je vais la mettre aussi en exergue. Vous aurez comme ça tout le détail. Alors, la formule de Gordon et Shapiro me dit que la valeur terminale doit être égale au dernier free cash flow actualisé. Donc là, je l'ai en cellule B24, hein, donc c'est 9 992. Je me mets en mode édition. Donc je prends le free cash flow actualisé de 2024. Alors pourquoi je prends 2024 et je vais l'actualiser sur cette période? Parce que le flux normatif, c'est-à-dire la croissance du chiffre d'affaires à l'infini, se fait en principe au 1er janvier 2025 ou au 31 décembre 2024. Donc je prends le free cash flow actualisé de 2024. À cela, je vais le multiplier par 1 plus le taux de croissance, c'est le petit g. Le taux de croissance, je l'ai mis à 1,20, on peut le voir en E3, divisé par le coût unitaire moyen pondéré moins le taux de croissance à l'infini. C'est-à-dire le coût unitaire moyen pondéré, il est à 4,55 moins 1,20, le taux de croissance à l'infini. À partir de là, je vais avoir ma valeur terminale. Alors lorsqu'on parle de valeur terminale, ça va jusqu'à l'infini, mais la formule mathématique, plus vous vous éloignez dans le temps, plus vous vous rapprochez de zéro. Donc en principe, les valeurs après 2024, les valeurs significatives sont entre 15 et 20 ans. Donc si j'additionne la valeur de l'entreprise que j'ai calculée en additionnant mes free cash flow actualisés, c'est-à-dire 1 455 plus la valeur terminale, déduction faite de la dette de l'entreprise, je vous rappelle que j'ai une dette financière de 120 000 euros, à partir de là, déduction faite bien sûr des 120 000 euros, à partir de là, j'ai ma valeur nette de l'entreprise. Je pourrais calculer si, par exemple, 1 million d'actions, alors je vais prendre nombre d'actions dans l'entreprise. Imaginons que j'en ai 1 million. Je pourrais éventuellement, donc je vais travailler sur le format, je pourrais éventuellement
avoir la valeur des capitaux propres pour une action. Calcul très simple, je prends bien sûr la valeur de l'entreprise divisé par le nombre d'actions. Et j'ai à peu près 11,27 €. Cette formation est à présent achevée. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez bien sûr des questions à me poser. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières nouveautés que je mettrai en ligne incessamment sous peu. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.